Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'original. Nous sommes donc sur le deuxième podcast de la chaîne et j'ai remarqué que le premier vous a déjà beaucoup plu. J'ai eu énormément de commentaires, de retours positifs, ce qui m'a poussé à forcément en faire encore d'autres, du moins à réitérer le format. Et je vous propose, car cette histoire de la fois où j'ai failli me retrouver en prison m'a fait me rappeler de certains petits événements plutôt rigolos, des petites anecdotes qui seront au nombre de 3 pour ce format-ci. Ce sont les 3 fois où j'ai été accusé de vol. Alors, rassurez-vous pour tous ceux qui ont fait un petit peu de surempathie à mon égard, alors je vous rassure, ça s'est très bien passé ici, du coup beaucoup mieux que la fois où j'ai failli terminer en prison, bien entendu qui a quand même été la fois la plus hardcore de ma carrière. Le recel est quelque chose auquel, quand on travaille dans le milieu de l'occasion, on est plus ou moins tous exposés. Il y a une différence entre acheter un objet en pleine conscience du fait qu'il soit volé et acheter un objet sans le savoir, ce que la loi définit en toute bonne foi. Ici, évidemment, pour mon cas, je n'achète bien sûr pas d'objets volés euh, en toute conscience. Je ne dis pas que ça ne m'est jamais arrivé de le faire. Je vais d'ailleurs vous en parler ici, en sachant que à chaque fois ces objets ont été achetés en toute bonne foi. Et vous allez voir que les fameuses histoires belges dont vous avez déjà entendu parler, eh bien, celles-ci sont dignes de ce type d'appellation, puisqu'on est sur vraiment clairement de l'histoire belge, hein. Et donc, comme je viens de vous le dire, je vais vous raconter 3 anecdotes, 3 fois où j'ai été accusé de vol. Vous allez voir qu'il y a des fois où ça aurait potentiellement pu être justifié, il y a des fois où ça ne l'était pas, mais je ne vais pas trop vous spoiler ça, et je vous propose de démarrer directement avec la première anecdote. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, comme je le répète d'ailleurs sans cesse sur ma chaîne, je suis artisan spécialisé en restauration de bijoux anciens. Je travaille exclusivement sur des brocantes, sur des salons d'antiquaires, et un petit peu sur internet. Le point de départ de ma carrière était forcément les brocantes. Alors les brocantes, j'ai traîné dessus depuis que je suis gamin, mon père tout petit m'emmenait déjà faire des déballages extérieurs. À 4 ans, je me retrouvais déjà sur des déballages à 5 heures du matin le dimanche pour aller chercher la bonne affaire, ce qui est un rendez-vous incontournable quand vous êtes antiquaire, brocanteur ou que vous êtes collectionneur de quelque chose, c'est les petites heures du dimanche matin. Naturellement, ayant travaillé depuis tout petit avec mes parents, je devais surveiller le stand sur des salons, ce genre de choses, il était logique que je m'oriente potentiellement vers ce type de business, même si initialement j'y étais pas forcément destiné. J'ai donc construit une grosse partie de ma carrière et je travaille sur les brocantes à mon propre compte depuis maintenant quasiment 15 ans. Et au tout début, où je commençais mon activité professionnelle, je travaillais sur la brocante de Waterloo, qui était une brocante incontournable, qui était très proche de chez moi. C'était donc assez pratique, ça avait lieu tous les dimanches matins, excepté les jours de Noël et de Nouvel An, si jamais si jamais ces jours-là tombaient un dimanche. Et j'ai commencé tout petit, c'est-à-dire que j'ai commencé à acheter des tout petits bijoux, j'avais forcément mon background d'études de bijouterie, donc ce qui me donnait des bases pour les restaurer, et j'ai commencé à acheter des petits bijoux à 50 cents, à 1 euro, à 5 euros, à les réparer, à les restaurer et à les revendre. Donc au tout début de ma carrière, forcément, je n'avais pas de bijoux très chers. J'avais beaucoup de bijoux de fantaisie, j'avais beaucoup de petits bijoux en argent que je trouvais à droite à gauche, parce que c'est généralement les matières sur lesquelles les gens sont les moins attentifs, donc les plus faciles à trouver. Donc je chinais le matin, et puis après ça, j'ouvrais mon stand avec les bijoux que j'avais restaurés. Forcément, les bijoux que j'achetais le matin même, je ne les restaurais pas dans la matinée pour les revendre immédiatement, je les ramenais la semaine d'après. Au tout début de ma carrière, j'avais aucun bijou en or quasiment, mais c'est venu assez vite. J'ai assez vite trouvé des bijoux en or, pas des quantités astronomiques, mais des pièces que je trouvais dommage de fondre et de foutre au poids plutôt que de leur donner une nouvelle vie. Le dimanche matin, je déballais donc mon petit stand. À l'époque, enfin je l'ai toujours, mais j'avais une petite camionnette, un Peugeot Partner, ce qui me poussait à optimiser ma place en termes non pas de bijoux, parce que le bijou c'est très facile à transporter, hein, c'est pour ça que je fais pas le meuble, je le répète assez souvent, mais en termes plutôt d'étalagisme, c'est-à-dire les tables, les vitrines. Forcément, les bijoux, vous ne les déballez pas à même le sol, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous les pique, donc ils sont sous vitrine. Nous sommes donc le dimanche matin, je déballe mon stand, mes tables, mes vitrines, et à l'époque, pour limiter un petit peu les frais, les vitrines que j'avais, j'en avais récupéré des vitrines un peu style des coffrets vitrés, et j'avais également acheté des espèces de colonnes Ikea. Ce sont donc des colonnes vitrées qu'on achète chez Ikea, alors tout le monde en a chez lui, hein. C'est impressionnant, on va dire une personne sur deux a une de ces colonnes chez lui pour mettre des objets de collection, des souvenirs, des livres, j'ai vu des gens y mettre de la vaisselle, mais c'est des vitrines qu'on croise assez régulièrement, et que je promenais avec moi le dimanche, de manière à pouvoir avoir la porte en fait qui s'ouvre vers moi, c'est-à-dire de mon côté du stand, et que les clients n'aient pas accès à une porte ouverte vers l'extérieur du stand, ce qui pourrait potentiellement donner lieu à des vols. Dans ces colonnes, je mettais des bijoux en or, et je vous parle ici d'un dimanche où j'avais
sorti une petite série de bijoux en or que j'avais acheté à droite à gauche, et nous sommes à peu près en milieu de marché. Donc la brocante commençait normalement à 5h moins quart le dimanche matin en été, 6h moins quart en hiver. Alors je ne sais plus vous dire si on était en été ou en hiver, mais je peux vous dire qu'on était aux alentours de 10h30, 11h. Alors 10h30, c'est plus ou moins l'heure du coup de feu, c'est-à-dire que le matin vous avez les collectionneurs, les chimeurs professionnels, les marchands qui tournent, et en milieu de matinée, début de matinée, plutôt vers 9h30, 10h, commencent à arriver les particuliers. Les particuliers, c'est clairement la clientèle qui me fait vivre, dans le sens où c'est eux qui vont acheter des bijoux. Les marchands, si je vends des bijoux à des prix tout à fait normaux, ne pourront pas y gagner beaucoup, donc c'est pas le plus gros de ma clientèle. Le plus gros de ma clientèle, c'est clairement les particuliers qui arrivent aux alentours de 10h, 10h30. La brocante bat donc son plein, j'ai quelques personnes autour de mon stand, je dois dire une dizaine de personnes, et je vois qu'il y a une dame qui est accompagnée d'un monsieur, enfin un couple en somme, qui s'arrête devant les vitrines colonnes, et je vois qu'il commence un petit peu à parler des bijoux en or, et la dame montre des bijoux à son mari dans la vitrine, et du coup je m'approche en disant « Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider, est-ce que vous voulez voir quelque chose ?» Et la dame se montre assez vite un peu agacée, et elle me dit « Non, non, ça va, c'est bon, je regarde. » Et du coup je fais marche arrière, hein, je retourne un petit peu plus loin à l'arrière de mes tables, je m'occupe des autres clients qui sont là, je continue mon petit bonhomme de chemin en somme, mais j'entends que cette dame monte un petit peu le ton devant mon stand, et je l'entends, mais à demi-mot, dire à son mari oui, enfin, tu sais, c'est quand même dommage, cette broche, moi je l'aimais bien, et puis ça me fait mal au cœur de la retrouver ici, et, euh, et la dame commence à parler de plus en plus fort, et je vois que ça interpelle un peu d'autres clients, donc je me rapproche de la dame en lui disant écoutez, je comprends pas bien ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème? Et la dame me rechasse un petit peu en me disant oui, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, apparemment ça vous pose pas de problème de vendre des bijoux volés et machin, et là je tombe un peu dénu, je dis écoutez, je suis désolé, mais je ne vends pas de bijoux volés, et la dame me prend pas du tout au sérieux, elle est un peu en mode non, mais ok, je m'y attendais de toute façon sur une brocante, c'est là que je devais retrouver ces bijoux, et, voilà, mais c'est pas grave, gardez cette broche, je m'en fous, ça me fait mal au cœur de la savoir là, mais au moins je sais qu'elle a pas été fondue, machin, et du coup je prends la balle au bon, je dis écoutez madame, je suis désolé, mais si un bijou qui a été volé chez vous, qui termine chez moi j'ai des justificatifs de ça. Les bijoux en or, quand je les achète, j'ai une traçabilité, je sais à qui je les ai achetés, je sais combien je les ai achetés, je sais retrouver tout l'historique de l'objet en somme. Et la dame vraiment se met dans un mood extrêmement désagréable, plutôt agressive, et commence presque limite à faire un esclandre devant le stand, en disant que je suis un vendeur de bijoux volés. Alors je lui dis écoutez, on m'a déjà accusé de ce genre de choses, c'est déjà arrivé, parce que vous avez des gens qui font ce qu'on appelle une réécriture. Quand vous avez un petit traumatisme et on pense que le cambriolage peut en être un, les gens n'ont pas toujours de souvenirs très précis de ce qui s'est passé, ou n'ont pas toujours de souvenirs très précis des objets qui lui ont été volés. On a tous cette petite anecdote de la fois où on raconte un souvenir, et où quelqu'un qui était présent vous prend un petit peu à partie en disant mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Tu l'as pensé comme ça, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qu'on appelle la réécriture, et effectivement en cas de cambriolage on peut imaginer que les gens font une petite réécriture, ou du moins pensent que je sois en détention de leurs bijoux alors que c'est absolument pas le cas. Donc j'explique à cette dame que si jamais c'est réellement le cas, moi j'ai une preuve d'achat, et que si elle m'apporte bien la preuve que ce bijou est à elle, eh ben je lui restitue. Selon la loi, je ne suis pas tenu de le faire. Selon la loi, quand un objet, entre guillemets, volé, a été acheté en toute bonne foi par quelqu'un qui se décide à le revendre, le client est tenu de racheter l'objet. Ce qui veut dire que la personne qui s'est fait voler son objet, si cet objet est revendu par quelqu'un qui a la preuve d'achat, vous êtes tenu de racheter l'objet. En revanche, si jamais je n'ai pas de preuve de l'achat, et que la personne porte plainte contre moi, les objets seront forcément saisis le temps de la procédure et de l'enquête. Si jamais l'enquête me donne tort, entre guillemets, les objets seront restitués à leur propriétaire sans qu'il y ait de contrepartie, bien entendu. Ici, j'avais décidé d'appliquer une politique un petit peu différente, dans le sens où j'avais dit à cette dame, voilà, si vous m'apportez la preuve que cette broche est bien à vous, eh bien je vous la remets, je vous demande rien, je vous la rends gratuitement, tant pis, j'ai perdu des sous, mais je comprends, si j'avais été à votre place, j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Et donc la dame, blasée, me fait oui, non, mais c'est bon, j'ai tourné la page, monsieur, vous savez, voilà. Et elle s'en va, très fâchée. Il n'empêche que le mal était fait. J'ai forcément des clients ce jour-là qui ont entendu ça et qui sont partis, ou qui ne sont probablement plus jamais revenus, avec l'idée en tête que je vendais des bijoux volés. Et vous pensez bien qu'en rentrant chez moi après la brocante, déjà j'ai retiré la broche en question, parce qu'on ne parle que d'une broche sur un lot de bijoux. Donc il était complètement illogique que je n'ai eu qu'une pièce sur un lot complet si la personne avait décidé de me vendre. J'avais donc mis la broche de côté avec la ferme intention de rentrer chez moi et de pouvoir vérifier à qui j'ai acheté cette broche.
Et j'ai vérifié, et c'était impossible que ce soit la broche de la cliente, que c'était une broche qui me venait d'une succession, que j'avais achetée à des gens tout à fait normaux, qui n'étaient pas des bandits de grand chemin, et j'avais acheté d'autres choses que la femme m'avait vaguement décrites dans ce lot-là, et c'était absolument pas ça. Donc ce qui s'est passé ici très clairement, c'est que la cliente a cru reconnaître un de ses bijoux, c'était peut-être même un bijou qui était le même, fabriqué par la même personne, ou une pièce qui était tout à fait similaire. Il faut savoir que pendant certaines périodes, et même encore à l'heure actuelle, certains bijoux qui sont fabriqués à la cire perdue sont en fait fabriqués en série, et du coup vous vous retrouvez avec des pièces qui sont plus ou moins identiques. Parfois quelques pierres diffèrent ou les matières diffèrent un petit peu, mais les bijoux peuvent se ressembler sans spécialement que ce soit les mêmes ou ceux qui ont été volés. Donc là pour le coup, j'ai été vérifié dans mes documents d'achat et cette broche n'était absolument pas volée. Ça venait d'une cliente qui était une cliente à moi depuis plusieurs années et qui n'était pas une cambrioleuse. Quand vous avez des personnes âgées qui viennent vous vendre des bijoux à 70 ans, vous vous doutez bien que ces gens-là ne passent pas leur temps à faire des casses et des cambriolages dans les maisons des gens pour récupérer des bijoux volés qui viennent me revendre. Je pense que 70 ans, c'est pas tout à fait l'âge pour se lancer dans le grand banditisme. Et du coup, ceci clôture la première anecdote. La deuxième anecdote dont je vais vous parler dans ce podcast est une anecdote qui est un petit peu plus récente, puisqu'elle doit remonter, je dirais, à 4 ou 5 ans. On devait être en 2018, je pense. 2017 peut-être. Je suis chez moi, c'est le matin, il est à peu près 8 heures, et forcément, comme tout le monde, je dors. Enfin, je dors. Je n'avais pas à me lever ce jour-là. On sonne à la porte de ma maison, et du coup, vu que je suis encore dans mon lit, je suis pas forcément en état d'ouvrir, et je me demande qui peut me déranger à une heure aussi précoce que 8 heures du matin. Je regarde donc par la fenêtre de ma chambre qui donne sur la rue, et je me rends compte qu'il y a 3 personnes qui sont sur le trottoir devant ma maison, qui attendent, et au moment où je tire le rideau, j'entends mon téléphone sur ma table de nuit qui sonne. Du coup, je vois que les gens me voient, et je vois aussi surtout que c'est eux qui m'appellent. Je vois qu'il y a la personne qui a dégainé un téléphone, un des hommes, un des 3 hommes, et qui est occupé d'appeler, et je vois qu'il y a un numéro que je ne connais pas qui s'affiche sur mon téléphone, du coup je décroche. Je suis du coup à la fenêtre, à peine émergé du lit, et du coup je parle à ce monsieur au travers de la fenêtre, par téléphone. Et donc le monsieur se présente comme étant de la police de Rochefort. Alors Rochefort, c'est une ville dans les Ardennes belges. C'est à une bonne heure et demie de route de chez moi. Du coup, je me demande ce qu'ils font là, et le gars me demande si je peux aller leur ouvrir parce qu'ils ont des questions à me poser pour une histoire de bijoux. Du coup, après forcément l'histoire que vous avez pu entendre sur le premier format podcast, j'ai quand même quelques mauvais souvenirs et quelques petites réminiscences qui me reviennent. Mais je me dis que je vais quand même aller clarifier la situation parce que je pense que sauter par la fenêtre et partir en courant n'est pas une bonne solution. Du moins n'est pas un gage d'honnêteté envers ces 3 messieurs de la marée chaussée. J'enfile donc ce qui me passe sous la main, un pantalon, un t-shirt rapidement, et je descends leur ouvrir. Et je tombe donc nez à nez avec 3 inspecteurs de la section de la police de Rochefort qui ont fait le déplacement apparemment pour me voir et qui m'expliquent que c'est pour une histoire de bijoux volés. Comme je l'ai dit dans le précédent podcast, je ne suis pas toujours très à l'aise avec les forces de l'ordre, même si là je me dis bien, sachant que depuis cette dernière histoire de la fois où j'ai failli finir en prison, je suis beaucoup plus rigoureux au niveau de ma comptabilité et j'ai une traçabilité pour l'entièreté de mes pièces. Du coup, ces policiers rentrent dans ma maison, on monte au salon, je m'assieds et ils me disent que je suis accusé d'une dame, enfin je suis accusé par une dame qui a vu, à l'époque je travaillais sur le site eBay, et la dame a vu sur ma boutique eBay, donc c'était un format vente fixe, pas aux enchères, elle a vu que je vendais une pièce qui lui avait été dérobée. Du coup, cette dame s'est décidée à porter plainte contre moi pour que les inspecteurs puissent venir voir d'où j'avais tiré le bijou, et voir évidemment s'ils pouvaient récupérer la pièce. Alors nous sommes, je ne sais plus exactement vous dire à quelle période de l'année, mais je vais prendre des mois random, parce que finalement les dates n'ont très peu d'importance, c'est la timeline qui a toute son importance. On devait être à peu près au mois de novembre, et les policiers me disent qu'ils enquêtent du coup sur un cambriolage qui est tombé courant du mois d'octobre, de la même année. Je me dis donc, bon, je vais aller voir dans mes documents d'achat, je vais chercher des classeurs avec tous les papiers des derniers achats que j'ai fait cette année-là, et donc du coup je descends avec 2 énormes classeurs remplis de papiers, qui sont voilà, au nombre de, je sais pas, je dirais 500 ou 600 papiers d'achat sur l'année en question. Bon, déjà, les inspecteurs de police changent de tête en se disant le mec fait probablement pas de recel si la première chose qu'il a à nous montrer, c'est 2 classeurs qui sont remplis à ras-bord de documents d'achat. Donc je tape les deux classeurs sur la table, et je commence à regarder sur la période que les policiers m'indiquent. Donc ils me disent que le cambriolage a eu lieu 2 mois auparavant, donc je commence à chercher dans les documents de ces 2 derniers mois, en croyant bien entendu que je vais tomber sur la pièce. À ce moment-là, je me dis, bah oui, forcément, c'est peut-être que j'ai racheté un bijou volé et je dois avoir une explication. Comme je ne trouve aucune traçabilité de cette pièce, je me décide à appeler ma collègue,
qui m'aide à faire les mises en vente et qui m'aide à l'administratif de mes sociétés, parce que je sais que lorsqu'on met un bijou en vente sur le site internet eBay, justement, on a un tableur Excel dans lequel je fais le croisement entre mes numéros de documents d'achat et les références des objets eBay. Chaque objet que vous mettez sur eBay a une référence différente. Du coup, je me dis que si je veux retrouver un historique de cette pièce, il serait logique qu'il soit dans ce tableur Excel. J'appelle donc ma collègue, qui me guide un petit peu sur l'ordinateur parce qu'elle travaillait pas ce jour-là, et je retrouve effectivement tout l'historique des mises en vente. Je retrouve tout l'historique, mais je ne retrouve pas précisément cette pièce-là, du moins pas dans la période que les policiers m'indiquent. Du coup, ça m'énerve un petit peu, je commence un petit peu à me presser, parce que ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis avec les agents de police, et du coup, je commence un peu à parler tout seul et à feuilleter un peu les documents à droite à gauche en me disant, bon, si c'est pas là, c'est peut-être que la pièce a été achetée à un autre moment, ou peut-être que c'est une pièce pour laquelle j'ai oublié de faire un document, c'est peut-être une pièce que j'ai rachetée comme ça sur une brocante. Quand vous achetez sur une brocante, vous demandez pas aux gens de vous faire des factures. Hein. Si vous trouvez une petite bague ou même ce que vous voulez, si vous trouvez un vêtement sur une brocante, vous demandez pas à la personne qui vous le vend de vous faire une facture. C'est plutôt logique. Et donc je m'excite un petit peu, et là où il faut vraiment être attentif sur cette anecdote, c'est la timeline. Je vous rappelle qu'on est aux alentours du mois de novembre, et que le cambriolage a eu lieu fin septembre, début octobre. Du coup, je reprends tout mon classeur d'achat, et je feuillette feuille par feuille, en démarrant par la fin de l'année, c'est-à-dire de là où on est, c'est-à-dire mois de novembre, et je remonte du coup vers le mois de janvier. Et je commence à feuilleter, et je commence un petit peu à parler tout seul devant les policiers, qui essayent de me calmer un petit peu. Et donc je suis là, ok, non, c'est pas cette pièce-là, ok, non, c'est pas ce client-là. Non, alors, bon, là, bref, je commence vraiment à épiloguer tout seul. Et à un moment donné, en feuilletant frénétiquement mon classeur, je tombe sur la pièce en question. Et je dis, ah, ok, voilà, je vais vérifier dans mon classeur Excel. Je regarde mon PC, et je dis ok, voilà, bah écoutez, la pièce a été mise en vente au mois de juillet, donc je dois avoir une trace de ça, et du coup je replonge dans mon classeur pour retrouver le bon document, la photo de la carte d'identité du client, et là le policier, un des policiers me met une main sur l'épaule, du coup je m'arrête et je me retourne, et je le vois souriant, il me fait monsieur c'est bon, hein, vous pouvez vous arrêter. Et je suis mais non attendez, je vais vous trouver la preuve d'achat, il me fait monsieur, vous pouvez vous arrêter. Et je fais mais comment ça je peux m'arrêter, je comprends pas, il y a un truc qui m'échappe. Et en fait dans le stress, je ne m'étais absolument pas rendu compte que la pièce, je l'avais mise en vente avant que la cliente se soit faite cambrioler, en fait. Et donc, du coup, là, je comprends pas bien, et je dis au policier, mais pourquoi je dois m'arrêter? Et le policier me dit, monsieur, vous avez mis la pièce en vente au mois de juillet. Ici, on vous parle d'un cambriolage qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc, a priori, il y a peu de chances que la pièce vous soit parvenue avant que des gens aient été la voler. Et là, j'ai une espèce d'éclair de génie, je me dis, ah, waouh, trop fort. En fait, ça, c'est absolument pas moi que ça concerne, mais du coup, j'atterris un petit peu de mon petit coup de stress. Et les policiers me disent, écoutez, voilà, on a bien compris que vous étiez honnête, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va vous en dire un petit peu plus sur l'histoire en question. Donc les policiers me demandent de faire une capture d'écran de la date de mise en vente sur le site internet, justement, et c'est assez facile à faire, que je leur envoie immédiatement par mail avec eux à côté, ils la reçoivent sur leur téléphone, et du coup, l'affaire est close de mon point de vue. Et l'affaire est close pour moi, mais apparemment pas pour eux, puisqu'ils ont un peu tous les trois une mine dépitée, et je les entends parler entre eux. Et ils me disent, ouais, une fois de plus, ça commence quand même à faire beaucoup, la madame, elle va quand même avoir des ennuis. Et en fait, les policiers m'expliquent, et c'est assez rigolo, que la dame s'est faite cambrioler, du coup, au mois d'octobre, et que ça fait 1 mois et demi ou 2 mois qu'elle n'arrête pas, mais qu'elle n'arrête pas, de fouiller des sites de vente de bijoux anciens, des sites de vente de seconde main, etc., et que dès qu'elle pense reconnaître une de ces pièces, elle envoie un mail au policier avec le lien et un endroit où ils doivent aller enquêter. Elle reporte plainte contre d'autres personnes, en fait. Et là, les policiers me disent que ce jour-là, ils en sont déjà à 3 entrevues avec des bijoutiers sur notamment la ville de Bruxelles, sur Waterloo chez moi, et que là, en fait, la cliente vient de trouver un bijou qui ressemble potentiellement à un bijou qui est l'un des siens, accrochez-vous bien, à Annecy. Alors Annecy, pour ceux qui ne le savent pas, on est dans la Savoie, on est limite on est dans le sud-est de la France, et donc les policiers là allaient se mettre en route pour faire 10 heures de route, pour aller taper des questions à un bijoutier qui n'avait probablement, comme moi, aucun lien avec l'histoire. Et donc les policiers étaient un petit peu blasés, et en parlant entre eux, je les ai entendus dire qu'ils allaient eux-mêmes en fait porter plainte, ou du moins faire une procédure envers cette cliente pour fausse déclaration et faux témoignage, parce que eux perdaient un temps absolument phénoménal à courir dans tous les sens pour essayer de retrouver des bijoux qu'ils n'ont absolument jamais retrouvés, ni chez moi, ni chez les bijoutiers avant. Mais bon, pour le coup, moi j'étais tiré d'affaire, donc c'était la seconde anecdote pour laquelle je m'en tire, on va dire plutôt pas mal, sans du coup que je puisse être inculpé de quoi que ce soit, étant donné que la pièce a été achetée avant le cambriolage de la cliente.
Vous voyez que comme je vous l'avais dit au début du podcast, ne croyez pas que ça se termine toujours mal, parfois ça se termine bien. Et on part donc sur la troisième anecdote. Alors quand je vous parlais d'histoire belge, celle-là, franchement elle vaut de l'or, je pense que c'est la plus belle de ma carrière, et évidemment je l'ai gardée comme étant le meilleur pour la fin. Cette anecdote remonte à peu près à une dizaine d'années également. J'ai un client qui me contacte via justement le site eBay avec lequel je travaillais déjà à l'époque, j'ai beaucoup travaillé sur eBay, pour faire l'acquisition d'un pendentif. Alors je m'en rappelle assez bien. C'était un pendentif en or avec un saphir de synthèse. C'est quelque chose d'assez typique des années 50, c'est-à-dire que c'est un pendentif assez robuste, d'un profil rectangulaire à la verticale, donc les petites faces en haut et en bas, avec des volutes sur le côté. Donc un pendentif qui peut rappeler un peu des feuillages, et au centre une pierre rectangulaire, du coup d'un bleu azur, saphir de synthèse pour ceux qui connaissent. Le client me demande du coup s'il peut venir récupérer la pièce sur place, et il n'y a aucun problème, on fixe rendez-vous. Et quelques jours après, voilà le monsieur qui arrive, je lui avais mis son pendentif de côté, et je vois entrer un monsieur au profil plutôt singulier, puisqu'il s'agit d'un monsieur qui vient dans un énorme 4x4, habillé en treillis militaire, mais le treillis militaire à l'africaine, donc un peu la tenue du colon de base, c'est-à-dire le short militaire, la chemise militaire retroussée sur les avant-bras avec des tatouages un peu partout, et une espèce de veste, ce qu'on appelle les vestes de Stan Chef, donc les vestes sans manches avec des poches. Un monsieur assez costaud, assez corpulent, avec des cheveux mi-longs, une grosse moustache, et alors des grosses lunettes Cartier blinquantes, des chaînes en or à tous les poignets, autour du cou, et le mec très éloquent, parle beaucoup, et m'explique que il adore les bijoux, et que sur lui il a près d'1 kilo d'or, parce que il estime que l'or c'est une valeur sûre, et vraiment il commence à me montrer pendant, je dirais, une bonne demi-heure, tout ce qu'il a sur lui, mais vraiment le mec était dans la shine à crever, quoi. Le mec me montre du regardez au poignet, là j'ai 180 grammes d'or, et puis regardez à l'autre poignet, là j'ai 220 grammes, et puis alors regardez, j'ai même une chaîne à la cheville, au-dessus de sa combat shoes, par le dessus de sa chaussette dégueulasse, il avait un bracelet de cheville, et autour de son cou il avait, sans déconner, je dirais une dizaine de chaînes, mais des trucs vraiment lourds, quoi, à la gitane. Des lingots en pendentif, enfin des trucs vraiment... le mec était plus sapé que 50 Cent, quoi. Et donc vraiment, pendant une demi-heure, je l'écoute déblatérer le fait que il a beaucoup d'argent, et qu'il a beaucoup d'or, et que machin... Mais il y a un côté un peu cassos. Le mec vient d'une région de la Belgique qui est un petit peu économiquement plus sinistrée que la moyenne, qui est la région de Charleroi. Ceux qui viennent de là-bas se reconnaîtront. Désolé, c'est pas un tacle, hein, c'est du factuel. Et voilà, c'est un peu ce qu'on va appeler un cassos, mais qui a du pognon, quoi. Et donc le mec, finalement, jette son regard sur le pendentif, me dit « Ah oui, c'est bon, c'est exactement ce que je voulais, parfait. » Et il me paye le pendentif, c'était une histoire de 180 € ou 200 € à l'époque. J'en reste là, le monsieur part, merci, bonne journée. Quelques semaines après ça, 2 ou 3 semaines, je reçois un coup de fil sur mon téléphone d'un numéro privé. Alors moi, généralement, les numéros privés, je décroche pas. Et du coup, j'ai un message vocal qui arrive, hein, donc j'appelle ma boîte vocale et j'entends que c'est un inspecteur, machin, bazar, qui doit m'entendre. Je rappelle le numéro de cet inspecteur, monsieur Van Den quelque chose, qui me dit « Oui, écoutez, voilà, c'est un monsieur qui il a vraiment le bon accent belge, hein, je suis pas en train de le surjouer. » Et donc il me dit « Voilà, c'est monsieur untel, apparemment, il est venu chez vous pour acheter un bijou, et il vous accuse d'avoir volé ce bijou et de l'avoir revendu. Est-ce que je pourrais venir vous voir, je devrais vous rencontrer pour vous poser 2-3 questions. » Alors oui, bah écoutez monsieur, pas de problème, hein, venez, y a pas de problème. Et l'inspecteur se pointe en après-midi. Un petit inspecteur rondouillard, plus petit que moi, un petit 1m60, lui aussi une grosse moustache, en tenue de service, le bel accent belge vraiment, comme on l'entend dans les sketchs. Et il me dit que voilà, monsieur Intel est venu chez moi, et que voilà, il avait vu le pendentif sur mon site internet, et que il était venu l'acheter parce que il voulait racheter le bijou que sa femme s'était fait voler. Bon, là c'était une des premières fois où je me retrouvais dans ce type de problématique. Et du coup je me remémore un petit peu, je regarde un petit peu l'historique de ce bijou, et le policier me sort une photo de la femme portant le bijou, qui est censée faire preuve. Alors, en termes de photo, je pense que vous prenez la définition d'un timbre-poste, vous l'étirez sur une feuille A4, et vous avez plus ou moins le rendu de la photo que l'inspecteur m'a mise sous le nez. Alors, la photo était tirée donc sur une feuille A4, je n'arrivais même pas à reconnaître je n'arrivais même pas à déceler le visage de la femme du monsieur.
tellement la définition était dégueulasse. Ça devait être un truc genre 64 sur 64 pixels, étiré sur une feuille A4. Donc on peut deviner une silhouette d'une dame qui porte un bijou que l'on peut effectivement assimiler à un bijou en or, c'est-à-dire jaune sur les pourtours, sur les 4-5 pixels qui dessinent le bijou, avec une pierre bleue au milieu, enfin une tache bleue, un pixel bleu. Donc je regarde le policier et je dis écoutez monsieur, moi je veux bien, mais là, en termes de preuves, on a vu mieux quoi. Et le policier est plutôt d'accord avec moi, hein. Il me dit oui, effectivement monsieur, je comprends bien, effectivement on voit pas bien le bijou sur la photo, mais est-ce que vous avez une preuve d'achat de ce bijou? Est-ce que vous pouvez me sortir une preuve d'achat? Je dis bah écoutez oui, je dois pouvoir chercher ça, mais là dans l'immédiat, je ne sais pas vous sortir ça comme ça, je vais devoir un petit peu vérifier dans ma comptabilité et ce que j'ai fait avec ce bijou, parce que si ça tombe je l'ai modifié, etc. Et le policier, très débonnaire comme ça, hein, me dit oui, mais non, mais vous inquiétez pas, hein, vous me faites parvenir ça plus tard, il n'y a pas non plus urgence. Bon, le mec a pas l'air plus excité que ça, donc je m'inquiète pas plus. Le policier quitte mon domicile et je me mets en recherche d'informations sur ce fameux bijou volé. Et en fouillant déjà dans ma mémoire, je me rends compte qu'en fait ce bijou, initialement, je l'avais eu sans pierre. La pierre centrale était manquante, et par coup de bol, j'avais une pierre qui y rentrait parfaitement, que j'avais remplacée, du coup je n'étais même pas sûr que la pierre d'origine soit bleue. Et par le plus grand des hasards, cette pierre avait la même couleur potentiellement que ce bijou volé. Je contacte donc le policier par email, et je lui dis écoutez, dans mes souvenirs, ce bijou, j'ai modifié la pierre qu'il y a dessus. Donc le client, a priori, il y a quand même une chance sur un nombre infini de couleurs que la pierre ne soit pas la bonne. Et en plus de ça, je tiens quand même à vous signaler, monsieur le policier, que le client qui va se plaindre de s'être fait voler des bijoux, alors qu'en fait, moi je l'avais rencontré depuis 3 minutes et il commençait à m'étaler le fait qu'il transportait 1 kilo d'or sur lui, faudrait peut-être quand même lui dire que c'est pas très prudent de se pointer chez les gens et de commencer à dire qu'on transporte 25 000 euros d'or sur soi. Parce qu'à l'époque, l'or devait plus ou moins être à ces prix-là. Le policier me répond en me disant qu'effectivement, c'est peut-être pas très malin, mais c'est pas la question qui nous anime pour l'instant. La question qui nous anime, c'est de savoir d'où vient ce pendentif. Donc je recherche dans l'historique de mes photos et des copies de cartes d'identité, etc. Et finalement, je tombe sur l'armature du bijou, effectivement sans pierre, dans un lot de bijoux que j'ai racheté. Et donc en Belgique, nous avons un système de prescription. C'est-à-dire qu'après qu'il y ait eu un cambriolage, un vol, une perte, il existe un service chez nous qui expose les objets, ou qui fait un appel à victimes, pour venir reconnaître les objets qui ont été dérobés, perdus, volés. Et cette exposition dure 1 an. C'est-à-dire que, en tant que sinistré d'un vol ou d'un braquage par exemple, vous avez 1 an pour apporter les preuves que les objets qui sont exposés dans ce genre de service sont bien à vous. Et s'ils sont bien à vous, ils vous sont restitués. Sauf que, au-delà de l'année en question, c'est-à-dire à 1 an et 1 jour, ces objets sont transférés des scellés de la justice à une espèce de réinsertion dans le système. Il y a des organismes qui s'occupent de revendre ce genre d'objets, et les ventes se font via des ventes publiques, des sortes de ventes aux enchères. Et la coïncidence, ici, c'est qu'en fait j'ai toujours un ami, qui je sais regarde les vidéos et qui je sais écoute parfois les podcasts, d'ailleurs s'il écoute celui-ci je le salue. J'avais un ami qui était administrateur, on peut dire ça comme ça, qui était vendeur, pour ce qu'on appelle la vente des domaines de la police de Charleroi. Entendez par là que, à partir du moment où des objets ont été dérobés, où ils ont été exposés 1 an et où personne ne les a réclamés, ils sont ensuite revendus aux enchères. J'avais été à l'une de ces ventes publiques et j'y avais fait l'acquisition d'un petit lot de bijoux en or, pour une somme qui était tout à fait correcte, et je m'étais dit que dans ce lot de bijoux, j'allais en récupérer certains pour faire une restauration. Et je n'ai jamais su si c'était vrai ou pas, si c'était réellement le pendentif du client, mais du coup son histoire devient plausible par le fait qu'en fait il se serait fait cambrioler, que les bijoux auraient été retrouvés, jamais réclamés, et revendus. Et évidemment, je vous le donne en mille, le connard qui a acheté le lot de bijoux, eh ben c'était moi. Sauf que là, j'avais donc acheté des bijoux volés à la police. J'ai contacté mon ami en lui disant écoute, pour la vente, finalement j'avais perdu le document d'achat ou je l'avais classé, je ne le retrouvais plus. Et l'ami en question m'a du coup refait le document pour attester du fait que j'avais bien acheté ce lot de bijoux. Preuve que je me suis empressé d'annoncer à l'inspecteur qui couvrait l'affaire. Et sa réaction ne s'est pas fait attendre, parce que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit voilà, bonjour monsieur, je vous appelle pour vous expliquer un petit peu la situation. En fait, je ne dis pas que c'est ce bijou-là, mais il est possible que ce soit ce bijou-là, parce qu'en fait, dernièrement, j'ai racheté à la vente des domaines un lot de bijoux, qui donc potentiellement étaient d'anciens bijoux volés, qui ont été finalement par la prescription blanchis et réintégrés dans le système. Et là, l'inspecteur a une réaction que je trouve extrêmement rigolote.
il a un peu pouffé de rire au téléphone, et vraiment avec son accent du fin fond de la Belgique, il m'a dit « Oh monsieur, ça vraiment, hein, s'il fallait l'inventer, ce serait pas possible, hein. Mais vous savez, je prends ma retraite l'année prochaine, et je suis quand même très content d'avoir eu ça au moins une fois dans ma carrière, parce que vraiment, ça n'arrive pas souvent. » Et effectivement, pour le coup, ça n'arrive pas souvent. Et donc pour le coup, j'ai peut-être été accusé de vol pour ce coup-ci à juste titre, mais en fait, finalement, c'était un peu contre mon gré, puisque ces bijoux, une fois de plus, et j'en reviens au début du podcast, avaient été achetés en toute bonne foi, en l'occurrence à la police. C'était donc la troisième anecdote. Et donc, comme vous le savez, je suis quelqu'un de généreux. Je vous avais annoncé 3 anecdotes. Si vous les avez bien encaissées et que vous les avez appréciées, je vous en offre une quatrième en bonus, qui pour le coup est une anecdote qui ne me concerne pas moi directement, mais j'étais impliqué, j'y étais indirectement mêlé ce jour-là. Je vais vous parler de mon papa. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, j'ai été éduqué en grande partie sur les brocantes, sur les salons d'antiquaires, sur les salons de brocanteurs, sur les bourses, notamment par mon papa, mais également par ma belle-mère, qui est de ce milieu-là aussi. L'histoire dont je vais vous parler se passe il y a presque 30 ans, puisque j'avais une petite dizaine d'années, et ça se passait au Salon des Antiquaires de Tournai. Salon incontournable que mon papa faisait, je pense que c'était au rythme de 2 ou 3 fois par an. Salon avec une très bonne ambiance, et quand j'avais l'âge de surveiller le stand, et ben parfois j'étais avec mon papa sur les salons. Alors forcément j'allais jouer avec les autres gamins à l'extérieur des salons, ou dans les garages attenant au salon, on allait jouer au foot, ou ce genre de trucs. Mais je restais quand même en partie sur le stand de mon papa pour l'aider à surveiller, pour l'aider parfois à déplacer des meubles, ou pour parfois servir des clients quand il y avait un coup de feu sur son stand. Je suis avec mon papa sur le stand, et dans son stand, lui, il ne vendait pas que des bijoux, il en vendait un petit peu, mais il vendait aussi du mobilier, il vendait des objets, de la déco, des tableaux, c'était plus de la brocante vraiment, et des antiquités. Je me rappellerai toujours, je pense, de cette histoire. Nous étions donc sur le salon, en train de vendre, et on a un client, asiatique, chinois en l'occurrence, qui vient sur le stand et qui se décide à acheter un petit meuble de salon. Alors c'est les meubles laqués asiatiques assez typiques, donc c'est les petits meubles qui font une 60aine de centimètres de hauteur, avec du coup 2 portes en centrale, c'est les espèces de petits guéridons dans lesquels on peut ranger les choses, avec des sculptures en pierre incrustées dans le meuble, des sculptures en nacre, ce genre de choses très asiatiques, très typiques. Et il y a donc un client chinois qui arrive sur le stand, qui parle très mal français, et qui est très intéressé par le meuble. Il le négocie avec mon papa, finalement le paye, et demande s'il peut le laisser sur place, et venir le chercher en fin de salon. Alors c'est quelque chose de plutôt courant, quand vous êtes sur un salon et que vous êtes acheteur. Quand vous achetez des bijoux comme moi, ou des montres, ou des petits objets, vous avez un sac à dos, vous mettez ça dedans, vous emballez proprement, et terminé, vous prenez les objets avec vous. Quand vous achetez du meuble, du mobilier, des tableaux, etc., il est plutôt monnaie courante de laisser l'objet que vous avez acheté sur le stand, de faire votre petit tour, d'acheter ce que vous avez envie d'acheter, et de venir tout récupérer à la fin. Ici, le client, du coup, a payé le meuble, et l'a laissé sur le stand de mon papa. Il repart faire son petit tour, et il revient quelques minutes après, avec un autre objet qu'il a acheté, enfin 2-3 sacs en plastique, avec des objets emballés qu'il avait achetés ailleurs, et demande à mon papa s'il peut mettre les objets dans le meuble, en attendant pour venir tout charger à la fin. Et mon père dit, évidemment, il n'y a pas de problème. Donc il ouvre les portes du meuble, il met une petite statue, enfin on n'en savait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais on en devinait une statue asiatique, ou éventuellement un vase, enfin des petits objets. Et ça dure comme ça pendant quelques heures, le client revient, dit oui, j'ai encore acheté, je mets dans votre meuble et tout, et du coup, bon, vous allez certainement sentir le truc arriver avant la fin de l'histoire, mais on commence à entendre à l'appel au micro des alertes pour dire qu'il y a des gens qui volent sur le salon. Et que donc toute personne ayant potentiellement vu un objet tel disparu sur le stand de telle personne est priée de le faire savoir à l'accueil. Toute personne ayant des informations sur un client qui potentiellement volerait des objets, de type asiatique en l'occurrence, est priée de le faire savoir. Et à un moment donné, on est en début d'après-midi, et le client ne vient plus. On entend toujours ces annonces en disant voilà, toute personne ayant potentiellement vu des objets en ivoire, à l'époque on pouvait encore le vendre, ou des objets en pierre sculptée, est prié de se présenter à l'accueil. Au bout d'un moment, avec mon papa, on se regarde, même si j'étais assez jeune, j'avais une dizaine d'années à l'époque. Il me dit, tu crois que on regarderait pas dans le meuble quand même par acquis de conscience? Et je lui dis, mais écoute, ouais, ok, allons-y, quoi. Et donc on ouvre le meuble, et là mon papa ouvre
les emballages des objets, et en fait on se rend compte qu'en fait les objets là sont les objets qui font l'objet des appels au micro. Là je vois mon père qui est comme moi un peu prudent et un peu nerveux par ce genre de situation, je le vois devenir assez pâle, je le vois devenir un peu blanc. Il me dit écoute, tu vas surveiller le stand quelques minutes parce que j'ai comme un doute, je vais aller déposer le meuble à l'accueil. Et donc mon père charge le meuble sur le diable et va à l'accueil. Et là il tombe nez à nez avec le fameux client chinois, entouré par une pléthore de policiers qui l'avaient arrêté évidemment pour vol. Et en fait personne n'arrivait à savoir où étaient les objets volés, ni ce que le mec en avait fait, puisqu'on avait vu ce gars sortir à aucun moment. On ne savait pas où il avait caché les objets. Et évidemment vous le sentez arriver, mais je vous le donne en mille, tous les objets il était venu les planquer dans le meuble qu'il avait acheté à mon papa. Donc la technique était relativement bien rodée, le gars achetait un meuble et venait planquer dans ce meuble à peu près tout ce qu'il volait sur le salon. Et pour le coup, c'était tombé sur mon papa. Donc mon papa est revenu au bout d'un moment, moi je surveillais le stand. Heureusement, il n'y avait pas trop de monde parce que petit, à 10 ans, j'aurais peut-être pas pu le gérer. Et du coup, il était très, très fâché et un peu soulagé en même temps de se dire « Oh là là, mais quel connard quand même, il m'achète un meuble et puis il vient foutre tous ses objets volés dedans. » Enfin bon bref, heureusement le client avait payé le meuble et tous les marchands qui s'étaient fait voler leurs objets ont évidemment bien sûr pu les récupérer parce qu'on s'était décidé à regarder ce qu'il y avait dedans. Évidemment mon papa n'a absolument pas été inquiété, il était logique qu'il n'a pas couvert le vol de ce client. Et voilà, l'histoire s'est arrêtée là, ça nous fait une bonne anecdote à raconter, on en parle de temps en temps. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'en fait ce client, on l'a revu quelques mois après, enfin ce client, ce voleur, on l'a revu quelques mois après sur une autre foire. Il s'était fait également arrêter exactement pour la même chose. J'avais vu l'arrestation en live du client qui s'était fait arrêter par les policiers. J'avais été prévenir mon papa à l'époque. Je lui ai dit « Ah papa, tu sais quoi, le client, le monsieur qui t'avait volé, qui avait caché, machin, enfin qui avait mis des objets volés dans ton meuble, il est de nouveau là. » Et il était à la sortie du salon. Et du coup mon père s'est pris d'une furie. Il a couru jusqu'à l'entrée du salon, il est tombé nez à nez avec le client et avec les flics. Et il l'a engueulé devant tout le monde, je m'en rappelle, il était là, ouais, on t'a déjà vu, et t'es qu'un connard, et t'arrêtes pas de nous emmerder. Enfin bon bref, le mec a pris une volée d'insultes. Et forcément, les policiers ont calmé mon père en disant, monsieur, écoutez, ça sert à rien ce que vous faites. On sait, monsieur, il est connu de nos services. Voilà, ce que vous faites finalement ne fait rien, donc on sait, on est au courant. Enfin bon, le discours classique de la police. Évidemment, on ne fait pas justice soi-même. On appelle toujours ces messieurs des forces de l'ordre, même si parfois je pense qu'une bonne petite claque, ça remettrait les idées en place. Mais bon bref, ça c'est mon point de vue et c'est un autre débat. Du coup, nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast qui contenait non pas 3 mais finalement 4 anecdotes. J'espère qu'elles vous ont plu. Vous voyez que finalement les histoires peuvent parfois bien se terminer. J'espère de tout cœur que ce format vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez des anecdotes du genre, je vous invite à me les écrire également. Je lis tous les commentaires et j'y réponds quand je peux, bien sûr. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car il y en aura d'autres en dehors des vidéos. D'ici à la prochaine vidéo ou au prochain podcast, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.